Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce podcast Marketing Reboot. Aujourd'hui, on va parler d'attitude en marketing, de lien entre satisfaction et fidélité, de NPS, ce fameux Net Promoter Score, de CES. On va rentrer dans ces notions-là, comprendre comment on peut les utiliser, comment, quand on fait du marketing, on peut s'en servir pour être plus pertinent et mieux répondre aux attentes de ses consommateurs et à la réussite de ses objectifs. On va passer la prochaine demi-heure ensemble avec Thibaut Munier, qui est le cofondateur de Numberly. Donc, on a cofondé ensemble il y a quelques années maintenant. Et Grégoire Botorel, qui s'occupe chez nous de recherche et qui est entre le monde académique et le monde réel, comme on dit, ce qui nous est cher dans le groupe Numberly. Bonjour à toi. Bonjour Isolis. Alors, déjà, pourquoi on a choisi ce thème Thibaut, est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, bonjour Isolis. Pourquoi parler d'attitude en cette première session? Tout simplement parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois, on s'aperçoit que beaucoup d'annonceurs, beaucoup de responsables en marketing s'interrogent sur les notions d'engagement, les notions de fidélité, ce lien entre la satisfaction et la fidélité. Beaucoup se demandent s'ils ne devraient pas fonder une segmentation sur les attitudes après des années de travail sur des données purement comportementales. Et puis aussi, dans le contexte actuel, tout bouge, et en particulier les perceptions, les attitudes des clients. Donc je crois que cette notion de sentiment client et d'attitude est au cœur des préoccupations aujourd'hui. Alors savoir les comprendre et les mesurer, c'est évidemment une des clés en marketing aujourd'hui. Alors justement, les comprendre, les mesurer, ça passe par quoi? C'est quoi le lien finalement entre des inputs, des résultats en marketing? Comment ça se passe? Comment ça s'articule? C'est vrai qu'on aimerait tous que ce soit assez simple finalement et que en face d'un input marketing, il y ait un résultat clair, net, sonnant et trébuchant d'ailleurs pour beaucoup d'annonceurs en marketing. Et d'ailleurs, la question de démontrer au fond les effets de la publicité, ça a été une question clé pour les chercheurs et pour les praticiens depuis des dizaines d'années dans la discipline du marketing. En particulier, beaucoup d'annonceurs ont constaté que doubler un budget publicitaire, ça ne doublait pas les ventes. Et un très bon article, un très connu d'un chercheur français qui s'appelle Jean-Jacques Lambin en 1976, qui dit on constate que en doublant le budget publicitaire, on ne double pas les ventes. Donc il écrit ça dans Investissement publicitaire, orientation marché et globalisation. Il va s'interroger sur ce lien direct, au fond, qui semble facile, mais qui est évidemment trop simple. Bon, il y a sûrement en effet, si le lien est pas direct entre les inputs et les résultats, un chaînon un maillon de la chaîne qui est très important. En fait, c'est le consommateur tout simplement qui est au milieu. Le consommateur au quotidien, il reçoit ces inputs marketing, il les traite. Et beaucoup de chercheurs se sont finalement intéressés à ouvrir et à décortiquer cette boîte noire du traitement de l'information et des inputs marketing par le consommateur. Et quand on ouvre cette boîte noire, il y a des chercheurs qui passent des vies entières sur un tout petit élément de cette boîte noire, on s'aperçoit qu'il y a 3 grands blocs finalement qui constituent le traitement de l'information du consommateur et qui génèrent des comportements et des résultats. Dans ces 3 grands blocs, on trouve d'abord des filtres. Il y a un modèle qui est très connu qu'on appelle souvent le modèle MOA en recherche pour Motivation, Opportunity, Ability. Donc en fait, on filtre en permanence les sollicitations que l'on reçoit en termes marketing, et c'est justement les informations qui sont filtrées qui vont, dans le temps très long, générer des attitudes. Les attitudes, c'est une équation qui est assez simple en marketing. C'est le cognitif, nos croyances et nos pensées, l'affectif et l'expérience. Et c'est ces attitudes qui sont des antécédents de nos comportements de consommation, et c'est bien nos comportements qui génèrent des résultats en marketing. Et de manière permanente, nos comportements et nos attitudes communiquent. Et donc les attitudes ont un rôle qui est absolument central dans cette chaîne de valeur entre d'un côté les inputs et de l'autre côté les résultats en marketing.
La bonne nouvelle, c'est que les attitudes sont bien définies en marketing, en particulier depuis les années 1990. La recherche en marketing a défini précisément ce qu'était une attitude du consommateur. Et une attitude est définie précisément en 93 comme une tendance psychologique qui s'exprime en évaluant une entité particulière avec un certain degré de faveur ou de défaveur. Alors cette entité particulière peut être une marque, évidemment, peut être un produit, un service, une personnalité politique, par exemple. Et ces attitudes, elles découlent finalement de 3 types d'informations. Les informations cognitives, affectives et comportementales. Donc en permanence, on évalue, on juge en fonction de ces 3 catégories d'informations. Et finalement, alors, merci beaucoup Grégoire, comment on les mesure, ces attitudes? Parce qu'on les comprend, on voit bien que les attitudes sont des déterminants des comportements, on comprend le chaînage, mais comment on les mesure, ces attitudes-là? Comment on arrive à les déterminer? Alors, on en sait beaucoup sur les attitudes depuis finalement le début du XXe siècle. Il y a en particulier un chercheur américain qui est un sociopsychologue qui est aujourd'hui mondialement connu pour ses travaux sur la mesure des attitudes. À 99%, une attitude, ça se mesure sur de la donnée qu'on appelle déclarative, donc du questionnaire. Et cet Américain, il s'appelle Likert. Et évidemment, son nom est aujourd'hui très connu de tous les marketeurs, puisque c'est lui qui a donné naissance aux fameuses échelles de Likert, qui sont les échelles qu'on utilise aujourd'hui pour mesurer des degrés d'intensité d'un certain nombre d'items qu'on appelle psychométriques. Donc c'est ce fameux degré d'accord ou de désaccord. Et Likert, il suggère dans ses travaux que ces échelles de mesure doivent être symétriques, donc en 5 points, en 7 points, en 11 points, et donner la possibilité aux répondants d'exprimer ce degré d'accord ou de désaccord sur cette échelle qui est toujours en numéro impair, ce qui est très important pour bien mesurer l'intensité d'un ressenti sur un item qu'on appelle psychométrique. Donc finalement, si je comprends bien, on arrive à le mesurer avec ces fameuses échelles de Likert, que toute personne qui fait du marketing a manipulé au moins une fois. Et puis, une fois qu'on l'a mesuré, on veut aller chercher un lien de causalité. Donc finalement, le marketing relationnel, qui est bien un sujet qui est derrière tous les concepts qu'on traverse aujourd'hui dans ce podcast, le marketing relationnel, il repose sur quel lien de causalité? Alors, il y a un lien de causalité qui est structurant dans cette discipline du marketing relationnel. C'est le lien, on pourrait se demander, après tout, pourquoi finalement entretenir une relation longue avec des consommateurs. Le marketing relationnel a prouvé très tôt que entretenir une relation générait de la satisfaction chez le consommateur. C'est le premier pilier. Et la satisfaction, finalement, ça a été prouvé au milieu des années 90. C'est une attitude qui est extrêmement importante parce que des clients qui seraient plus satisfaits, la recherche l'a démontré, ont tendance à être plus fidèles. C'est le fameux lien de causalité, satisfaction d'un client et sa fidélité à la marque, au produit ou au service. Ils sont Finalement, fidèles ces liens ont été bien étudiés. Que à cette marque ou ils sont fidèles pas exclusivement? Non, mais alors c'est vrai qu'on a pu constater qu'on avait des consommateurs qui pouvaient être parfois multifidèles, qui avaient ce qu'on appelle une share of wallet, une part de portefeuille pour chacune des marques ou chacun des opérateurs dont ils sont clients et auxquels ils peuvent être du coup fidèles. Ça paraît étonnant, la multifidélité. C'est un peu comme la citation de Labiche qui dit « J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais pas le seul à partager la fidélité de mon épouse ». C'est un peu pareil. Certaines marques se rendent parfois compte que leurs meilleurs clients sont aussi les meilleurs clients de leurs concurrents. Et du coup, ce lien entre satisfaction et fidélité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Grégoire?
c'est un vecteur de croissance, on le comprend bien pour les entreprises, on génère de la satisfaction, de la fidélité client et donc on augmente la valeur et on n'a pas à supporter les coûts d'acquisition. Donc finalement, est-ce que tu peux nous décrire un peu dans la littérature académique comment sont construits ces corrélations et ces liens finalement? Alors, il y a 2 articles qui sont vraiment fondateurs, publiés au milieu des années 90 en marketing relationnel. C'est le début de cette discipline en recherche. D'abord, en 1994, il y a un chercheur Esquette qui a publié un papier qui a fait le tour du monde, qui est le premier justement à étudier cette causalité. On ne parle pas de corrélation, mais bien de causalité entre le degré de satisfaction des clients et finalement leur fidélité sur le temps très long. Cette première recherche, elle montre que cette causalité, elle est exponentielle. Il faut imaginer une courbe qui croît de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que des clients qui finalement ont des indices de satisfaction qui sont relativement élevés, entre 4 et 5 sur une échelle de 5, sont finalement les plus fidèles et de très très loin. Et puis en 95, c'est le deuxième article fondateur que j'évoquais. Finalement, cette étude d'Esquette a été répliquée dans un certain nombre de secteurs d'activité différents. Et Jones et sa sœur, 2 chercheurs qui ont publié en 95 cette même étude sur une petite dizaine de secteurs d'activité, retrouvent des liens de cause à effet qui sont de nature différente en fonction du secteur d'activité qu'ils considèrent. Alors 95, c'est une grande année puisqu'on découvre en fait 2 variables qui sont absolument essentielles finalement pour ce lien satisfaction-fidélité. La première variable, c'est l'intensité de la concurrence sur un marché. Lorsqu'un marché est fortement concurrentiel, on s'aperçoit finalement que c'est plus simple pour un consommateur de changer d'une marque A à une marque B, par exemple. Et la deuxième variable clé, c'est ce qu'on appelle le coût au changement pour le consommateur. C'est-à-dire que parfois, changer de marque, changer de prestataire de service engendre un coût. Alors le coût, il n'est pas que économique, le coût peut être psychologique également. Et donc quand le coût est très important, finalement on retrouve des clients plutôt insatisfaits et pourtant très fidèles parce que le coût finalement est trop élevé pour imaginer un changement de marque ou un changement de prestataire. C'est très visible dans certains secteurs d'ailleurs. Par exemple, peut-être, Thibaut, tu peux l'illustrer sur le transport aérien, qui est un secteur intéressant quand on veut s'intéresser aux liens et aux modérateurs, finalement, entre la satisfaction et la rétention. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? C'est vrai que dans le transport aérien, on avait l'habitude de dire, c'est pas toujours, pardon si certains nous écoutent, des gens toujours extrêmement fins dans le transport aérien, en tout cas ça l'était pas. Avant les programmes de fidélisation, on avait l'habitude de dire que le métier d'une compagnie aérienne, c'était de vendre des sièges à des paires de fesses. Et pourquoi est-ce qu'on disait ça? Parce qu'on ne savait pas qui voyageait. On ne savait pas dire si c'était un même client qui voyageait une fois par semaine ou bien N clients qui voyageaient une fois par mois ou une fois par an. Donc on n'avait pas cette capacité de créer finalement cette pyramide de la valeur client avec certains clients qui sont très gros et qui consomment très souvent. Mais surtout, ces programmes de fidélité, cette exploration du concept de fidélité dans le domaine aérien nous a montré que, comme tu le disais, Grégoire, à l'instant, la relation n'était pas toujours linéaire entre la satisfaction et la fidélité. Dans certains secteurs d'activité, pour une même augmentation de la satisfaction, on avait plus ou moins d'augmentation de la fidélité qui en résultait. Et dans le transport aérien, notamment, on est vraiment dans le cas d'une courbe qui est très concave. Donc elle est arrondie vers l'intérieur. C'est-à-dire que pour une augmentation de satisfaction, on n'a pas on a un accroissement donné de la fidélité et on voit que il y a beaucoup de fidélité contrainte finalement. Et donc ça c'est assez intéressant. Et pourquoi ça? Parce que on n'a pas toujours le choix de sa compagnie aérienne. Donc on a des consommateurs qui sont pas forcément très satisfaits. Mais néanmoins, ils sont très fidèles parce qu'ils voyagent régulièrement. En vrai, ils n'ont pas toujours le choix. Donc ça, c'est Jones et sa sœur qui l'ont écrit. Sa sœur, ce n'est pas la sœur de Jones. C'est Jones et William, sa sœur, en fait. C'est toujours un point qu'il faut pas oublier de clarifier.
Mais ils ont illustré ça dans le domaine du transport aérien et du coup, on voit très bien qu'il y a une fidélité de type attitudinal où on a ce qu'on va appeler après un engagement finalement client et qui est différente d'une fidélité de type comportemental où on a un comportement régulier, c'est vrai, de réachat. On a du coup une très forte rentabilité pour les opérateurs, mais c'est pas forcément l'engagement qu'on aurait aimé et ça peut du coup être fragile. Il faut en avoir conscience. Au fond, on se rend compte que, comme disait Étienne Rey, dans la fidélité, il y a de la paresse, de la peur, du calcul, du pacifisme, de la fatigue et quelquefois de la fidélité. C'est encourageant pour les gens qui s'intéressent à la fidélité, mais c'est vrai, il y a beaucoup de fatigue souvent dans la fidélité. Alors je ne sais pas si la sœur d'Étienne Rey a dit quelque chose à ce propos, on pourra chercher. Du coup, ces travaux, ils sont, comme tu l'as dit, Grégoire, l'année 95 a été une grande année. On peut dire aussi quand même que l'année 2003 a été aussi une très grande année académique, notamment avec les travaux sur le NPS, qui nous amènent dans une autre façon d'aller capter ce lien, cette mesure, parce que finalement, on commence à se rendre compte que même si la logique voudrait que demander à ses clients êtes-vous satisfait, ça soit la question la plus simple pour leur demander s'ils sont satisfaits, on a prouvé que c'était pas la meilleure question pour mesurer. Donc finalement, les questions directes liées à de la satisfaction, ça génère une faible capacité à prédire des comportements réels. Donc on a quand on mesure directement la satisfaction, un lien avec le comportement qui est pas très bon. Donc là-dessus, on a tous les marketeurs manipulent ou connaissent le NPS, mais finalement, ça vient d'où? Il a été créé comment? Et c'est quoi son histoire à cet outil qui est quand même excessivement puissant? Bien sûr, alors le NPS, c'est le Net Promoter Score, hein. Donc c'est une des 3-4 métriques absolument fondamentales en marketing, dont on a beaucoup parlé, hein. Alors certains l'adorent, certains le détestent. On a beaucoup parlé du NPS. Il a été créé par un Américain qui s'appelle Frederick Reichheld, qui a publié ses travaux de recherche en 2003 dans Harvard Business Review. Et il est exactement parti de ce constat, finalement, Reichheld, en se disant, dans des enquêtes de satisfaction classiques, les questions directes, êtes-vous satisfait? Avez-vous l'intention d'être fidèle à cette marque? Fonctionnaient très très mal. Et donc, pour prédire en tout cas des comportements. Et donc dans ce contexte-là, Reichheld, qui depuis est évidemment devenu un gourou, hein, de la satisfaction et de la fidélité, a passé 2 ans à identifier des questions qui auraient un pouvoir de prédiction beaucoup plus fort de ces attitudes et donc des comportements qui en résultent. Le NPS, ça a duré 2 ans et en fait, l'histoire du NPS est intéressante. Alors, il l'a décrit en détail, hein, dans son article de 2003 et l'idée de départ n'était pas d'identifier une question unique et pourtant, ça a été le résultat. Reichheld est parti d'une série de questions qu'il pressentait comme étant pertinentes pour mesurer ses attitudes. Et donc, il a, sur un échantillon de 4000 consommateurs américains, envoyé cette liste de questions. Il y en avait 14. Et en fonction des réponses qu'il a collectées, il a suivi les comportements réels de ces 4000 consommateurs américains pour identifier finalement là où les questions qui étaient le plus à même de prédire des comportements réels. Il l'a fait dans 6 secteurs d'activité, de la banque à la téléphonie, à l'e-commerce, l'assurance automobile, etc. Et cette démarche a permis d'aboutir finalement à 14 études de cas avec des échantillons de taille suffisante, significative en termes statistiques. Sur ces 14 études de cas, il y a une même question qui, dans 11 des 14 cas, était la plus performante pour mesurer ce lien satisfaction-fidélité. Et finalement, cette question est devenue la question du NPS. Quelle est la probabilité que vous recommandiez l'entreprise à un ami ou à un collègue? C'est la fameuse question « would recommend » en anglais. Et cette question, 11 fois sur 14, émergeait comme la première, donc la plus efficace pour mesurer cette attitude.
Ce qui est intéressant dans l'histoire du NPS, c'est l'anecdote que Rachel souligne dans son article, c'est qu'il y a une question qu'on a évidemment oubliée depuis et qui était pourtant extrêmement performante pour prédire cette attitude. C'est la question qui arrivait finalement en deuxième position en termes de capacité de prédiction. Cette question, ça aurait pu devenir le NPS, à peu de choses près. Et cette question, c'est important de l'avoir en tête. Cette question, c'était dans quelle mesure pensez-vous que l'entreprise mérite votre fidélité ? Et cette idée de mérite votre fidélité est intéressante finalement et souligne déjà en 2003 la notion que la fidélité se mérite et donc cette idée d'effort à la fois de la marque pour mériter la fidélité et du client. Merci beaucoup, c'est très intéressant de voir comment ça a été construit. C'est sûrement plus facile de poser la question qui a été retenue pour le NPS, je le rappelle, c'est quelle est la probabilité pour que vous recommandiez l'entreprise à un ami ou un collègue. Elle est sûrement plus facile que de poser la question dans quelle mesure on pense qu'une entreprise mérite sa fidélité, peut-être en tout cas en Europe. Ce NPS, donc concrètement, pour les organisations, ça fonctionne comment ? On utilise les votes neutres ou bien on n'utilise que les extrêmes ? Comment ça fonctionne ? Alors les répondants, ils se positionnent sur une échelle en 11 points, donc Likert est toujours là, même sur le NPS des années après, entre 0 et 10. Et tous les répondants qui répondent entre 0 et 6 à cette question sont considérés comme des détracteurs. À l'inverse, les répondants qui répondent 9 ou 10 à cette question sont considérés comme des promoteurs. Donc le NPS a cet intérêt managériel qui est très fort, qui est finalement de mettre de côté les votes qui sont neutres pour se concentrer sur des opinions de consommateurs qui sont plus tranchées, qu'elles soient positives ou négatives. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est orienté vers l'action et la prise de décision marketing. Ce qui est également intéressant, c'est que le NPS, souvent, même si c'est pas un pourcentage, le NPS, c'est un indice, faut l'avoir en tête, c'est un indice qui va entre moins 100, c'est le pire des scénarios, à plus 100, qui est le meilleur des scénarios. En soi, c'est un indicateur qui a assez peu de valeur. Donc, pour qu'il soit actionnable, il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Alors tout à fait, en termes de bonnes pratiques, on peut peut-être souligner qu'il ne doit pas être utilisé pour comparer des entités ou des pays parce qu'il y a des biais culturels afférents au NPS. Il y a des pays dans lesquels les NPS sont plus hauts à la moyenne, donc effectivement, il ne faut pas les comparer. Tu l'as dit, Grégoire, mais c'est important aussi de le regarder en relatif, puisque regardez est-ce qu'il est meilleur que mes concurrents par géographie, par marché, regardez la dynamique au fil du temps, il peut varier de moins 100, alors je ne souhaite à personne d'avoir un NPS de moins 100, mais de moins 100 à plus 100, donc quelle est ma dynamique derrière mon NPS, et puis aussi pour aller traiter des leviers spécifiques qui peuvent expliquer la baisse ou la montée, donc vraiment ce qui peut générer de la non-satisfaction et aller travailler, ça peut être la qualité de l'accueil, la fluidité du parcours, mais en tout cas aller travailler ces éléments de manière spécifique. Et juste, NPS et Net Promoter Score, Net c'est parce qu'on fait les plus forts moins les moins forts, c'est pas Internet, c'est pas parce que c'est né dans les mêmes années en gros. En tout cas, quand le marketing interactif a beaucoup grandi au début des années 2000, c'est bien pour Net, à l'inverse de Brut. Donc ce NPS, il est évidemment très utilisé. Effectivement, il y a des gens qui ne l'aiment pas et il y a finalement d'autres manières d'aller capturer. On a parlé d'efforts clients tout à l'heure. Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces efforts clients ? C'est vrai qu'on le voit bien, on l'a dit tout à l'heure, dans certains cas, il faut faire un effort pour ne pas être fidèle. Et donc, on est un peu contraint dans une relation avec un opérateur aérien, par exemple.
Et donc, on sent bien, il y a certains indicateurs de mesure de la fidélité en déclaratif qui sont du type quel effort seriez-vous prêt à faire pour pouvoir acheter le produit de cette marque que vous préférez. On voit qu'on commence après Rachel à réfléchir à cette notion d'effort. Et puis il y a même des gens qui sont très en colère et contre Rachel, et il y a une polémique qui démarre autour du delight. Le delight, on ne sait pas très bien l'extase, comment le traduire en français. C'est cette idée, l'enchantement client, c'est peut-être mieux que l'extase d'ailleurs, pardon. L'enchantement client, en Europe, ça nous surprend un peu. Et c'est vrai que derrière l'idée de RightShed et cette vision de maximiser, au fond, l'intention de recommandation, les promoteurs, on va avoir l'idée qu'il faut maximiser la satisfaction, donc en faire toujours plus pour son client. Et on va demander aux employés de service qui sont en interaction avec leurs clients de travailler dans les années 90 au fond, à enchanter leurs clients. Reconnaissez que c'est pas toujours simple de savoir ce qu'il faut faire pour enchanter son client. On n'est plus dans la biche, bien entendu. On est bien dans une relation entre une marque et un consommateur, mais enchanter son client, c'est pas évident. Alors en face de ça, on a des gens, notamment dans la Harvard Business Review, qui vont publier un article super intéressant autour de cette notion d'effort client. Ça, c'est Matthew Dixon, Karen Freeman, Nicolas Stoman. Ils vont réfléchir à cette idée de frottement et d'effort et vont nous dire, plutôt que de maximiser l'enchantement, on devrait plutôt, au fond, réduire les frottements. On devrait rendre la vie plus facile à son client. Donc, au lieu de mettre trop la pression finalement sur les employés en contact, on devrait leur dire d'essayer de limiter la charge du client. Donc là, plutôt essayer de répondre pour les clients à cette question de how much effort did you personally have to put forth to handle your request. Donc, quel a dû être l'effort que vous avez dû faire au fond pour être servi. Et donc, on va essayer de minimiser à tout prix cet effort. Et ça, c'est un article de 2010. Et ce concept du Customer Effort Score, le CES, vient clairement se porter en opposant, en premier opposant au fond du NPS. Alors, il y en a beaucoup d'autres, des ripostes et des approches concurrentes. C'est bien, ça témoigne de la vivacité de cette discipline, mais c'est vrai que le CES, c'est quand même une étape importante et ça date de 2010. Merci beaucoup Thibaut. On va maintenant s'intéresser au pouvoir prédictif des attitudes et au biais finalement de mesure. Il y a des biais assez typiques dans ce type de mesure. Donc est-ce que tu peux nous en parler, Grégoire, un peu ? Bien sûr, ça fait une dizaine d'années qu'on voit une compétition qui est extrêmement intense entre d'un côté l'école de l'effort client, le CES, et de l'autre côté l'école de l'enchantement et donc du Net Promoter Score. Une contribution essentielle, c'est 2012 pour comprendre que finalement cette compétition n'a probablement pas lieu d'être. Toujours dans Harvard Business Review d'ailleurs, on voit que cette revue est très structurante sur cette thématique-là. Des chercheurs de l'école nordique, en particulier Peter Verhoff, suggèrent, en comparant ces deux métriques NPS et CES, qu'il n'y a pas une seule et même question pour mesurer la qualité de la relation finalement, avec le CES d'un côté, le NPS de l'autre, mesure des choses qui sont complémentaires. Le CES mesure davantage de la satisfaction relative à une interaction avec une entreprise. C'est l'idée de l'effort vis-à-vis d'un service ou d'une interaction récente, alors que le NPS est globalement un meilleur prédicteur de la fidélité attitudinale à long terme. Et puis, le deuxième biais, probablement sur ce concept de satisfaction client, sont des travaux de la fin des années 1990. On a la chance en France d'avoir des grands spécialistes de cette question de la satisfaction client, en particulier les travaux de Sylvie Loza,
qui, dans sa thèse de doctorat, à la fin des années 90, a finalement imaginé un modèle qui pourrait capter la satisfaction d'un consommateur dans toutes ses dimensions. Et elle suggère que la satisfaction, ce n'est pas un concept qui est monolithique, je suis satisfait oui ou non, et qu'au contraire, il y a des catégories ou des dimensions de la satisfaction qui contribuent à des degrés très différents à la satisfaction vis-à-vis du service. Et finalement, on s'en rend bien compte dans notre vie quotidienne. Quand on prend, par exemple, un café en terrasse, on voit bien qu'il y a dans cette expérience de service des dimensions qui vont fortement contribuer à notre satisfaction. C'est l'idée d'avoir un petit chocolat qui arrive avec son café qui est excellent. Et puis, il y a des dimensions qui sont simplement basiques. L'idée que la tasse de café arrive propre, c'est un basique. Donc, il y a finalement 4 grandes dimensions que Sylvie Gyoza finalement recherche et démontre dans ses travaux de thèse qu'il faut prendre en compte puisque tout ne contribue pas à la satisfaction finale d'un client. Donc, il faut être prudent sur les leviers d'action pour travailler ce concept, identifier ce qui contribue fortement et probablement laisser de côté ce qui ne contribue que faiblement à la satisfaction globale. Merci beaucoup. Pour conclure, on peut se demander finalement à quoi ça sert tout ça. On a parlé de concepts, d'attitude, de fidélité. Ça sert à quoi quand on est marketeur? Déjà, sur les marchés concurrentiels, on peut se dire la fidélité, elle va au-delà du réachat, parce qu'elle inclut de la recommandation, du bouche à oreille, de forts impacts sur l'image. Donc finalement, cette attitude et ce comportement permettent aussi, au-delà du consommateur lui-même, de gagner d'autres consommateurs par l'impact et son attitude de manière générale. Ensuite, bien sûr, on a un intérêt fort et croissant pour combiner les mesures d'attitude et de comportement, ce qui permet, de manière très opérationnelle, d'identifier des drivers de croissance, en fait. Donc, comment je peux mesurer des attitudes qui sont des antécédents pour avoir des comportements qui me permettent d'avoir de l'action, des leviers d'action sur ma marque et donc sur mon business. Et enfin, enrichir les segmentations comportementales par des données attitudinales. On sait que c'est la personnalisation, et notamment sur le marketing digital, c'est évidemment un élément extrêmement important de la performance des entreprises. Donc, la segmentation, elle est au cœur de ça, et comment on peut intégrer la notion d'engagement, la notion de confiance, d'effort, on en a parlé, de qualité perçue de la relation. Comment ces attitudes-là peuvent enrichir la segmentation qu'on peut faire de nos clients et donc la pertinence avec laquelle on peut leur parler. Merci beaucoup à tous déjà de nous d'avoir passé ce moment avec nous, ce Marketing Reboot, et d'avoir écouté ce podcast. Merci beaucoup Thibaut et Grégoire d'avoir partagé ce moment-là. Il va y avoir d'autres épisodes. On va raconter d'autres histoires sur le marketing et sur l'histoire du marketing en lui-même. On sera ravis que vous nous rejoigniez dans ces nouveaux podcasts. Et puis, s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui vous amusent et où vous vous dites que vous auriez envie qu'on vous en parle, n'hésitez pas à les partager avec nous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.